Bienvenue, Mehdi Laraki. Merci. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président du réseau Entreprendre Maroc. Oui, tout à fait. Une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Voilà, nous sommes présents dans 8 villes. Nous accompagnons toutes sortes de personnes qui désirent développer sa start-up ou toute société qui a une activité, mais surtout nous accompagnons ces porteurs de projets. On reviendra là-dessus, mais simplement vous interpellez, en tout cas vous questionnez sur une actualité du jour. Oui, qui est déplorable. Marquée par le terrible assassinat de jeunes filles. Oui, c'est d'origine scandinave. On a vu ça ces derniers jours. J'ai appris ce matin que normalement les 3 suspects meurtriers ont été arrêtés. Voilà. Ça n'a pas été encore confirmé, mais a priori oui. Mais que c'est lié maintenant aujourd'hui à du terrorisme. C'est la signature de terrorisme islamiste. Islamiste. On voit les conséquences, on a vu les conséquences dans le monde, en France, en Espagne, et j'espère qu'on n'aura pas le même impact sur le tourisme et qu'on ne fera pas l'amalgame entre cette déplorable tragédie et l'islamisme au Maroc. L'islamisme, la dernière signature de l'islamisme terroriste chez nous, au Maroc, c'était en 2010. Tout à fait. Oui. Et puis voilà, le pays n'avait pas été exposé. Voilà, là ça se... Surtout qu'aujourd'hui on a quand même une sécurité assez importante et comme le disent plusieurs touristes, on est plus en sécurité au Maroc qu'en Europe. Mais malheureusement avec ce déplorable incident, j'espère qu'on n'aura pas... Un drame parce que c'est un drame qui a été tout à fait mortellement abattu. Oui, c'est ce que j'ai vu dans la presse. Barbare. C'est un acte complètement barbare que tout le monde rejette et j'espère que déjà que c'est, d'après les informations, que ces 3 suspects ont bien été arrêtés et identifiés. Très bien, donc on va essayer de revenir à notre débat. Oui. Le débat sur le réseau Entreprendre Maroc, mais sur vous aussi, chef d'entreprise. D'accord. Parce que Mehdi Laraki, c'est la première fois que je vous vois, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il est normal pour un journaliste, pour peut-être l'opinion publique aussi, de ne pas connaître forcément bien ou ne pas connaître du tout Mehdi Laraki? Ah oui, parce que Mehdi Laraki est une personne normale, commune, ça veut dire que c'est monsieur tout le monde. Il n'a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel si ce n'est que vous êtes à la tête d'une holding multisectorielle qui intervient dans différents secteurs, très présente à l'international. Voilà, donc je veux dire, humilité, Mehdi Laraki, parce que vous êtes effectivement citoyen, mais citoyen qui est à la tête d'une holding. Je suis dans différentes activités, c'est clair, à l'international, beaucoup avec la Chine, mais surtout aussi au niveau de l'associatif, Réseau Entreprendre. Mais je pars du principe qu'on n'a pas besoin de s'étaler au niveau de ses activités professionnelles. Elles parlent d'elles-mêmes lorsque c'est une réussite. Et je pars de ce principe que vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés, c'est votre philosophie de vie? Oui, c'est ma nature. C'est votre nature en fait? Tout à fait, c'est une nature. Donc votre discrétion, c'est parce que vous êtes naturellement discret? Parce que je n'ai rien à prouver ou à montrer. Voilà, j'ai la chance d'avoir une activité qui me plaît et donc je me réveille tous les matins avec plaisir, la banane, comme on dit. Avec la banane, avec plaisir et d'avancer. Et si je vous dis qu'on a peut-être besoin aussi au Maroc aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir aussi des référents, d'avoir aussi des Marocains et des Marocains qui font des choses, qui développent des choses, qui ont un rayonnement à l'international. Oui. Alors, dans une atmosphère un peu morose, un peu difficile, non? Oui et non, je vais vous dire honnêtement, parce que c'est marrant que vous parlez de ce sujet. J'ai un ami qui, dernièrement, on devait faire un article sur lui, et il parlait avec le journaliste. Le journaliste lui disait, mais vous savez, vous allez être un exemple pour les jeunes. Il dit, mais je suis l'anti-exemple. Et après, on va rejoindre Réseau Entreprendre et cet objectif qu'on a dans Réseau Entreprendre, parce qu'il lui dit, mais attendez, moi je viens d'un quartier aisé à Casa, je suis parti dans une école privée, mission, exemple, au Maroc, mon père a déjà une société familiale, j'ai étudié à l'étranger, je suis revenu, je suis rentré dans le groupe familial. Je veux dire, qu'est-ce que je représente comme... Grosso modo, je suis un privilégié, donc je suis un privilégié, donc j'avais déjà toutes les chances de mon côté pour réussir. Maintenant, ce que nous, avec Réseau Entreprendre, ce qui est la beauté de ce réseau, et je ne suis pas seul, on est 340 chefs d'entreprise et on est tous au même niveau, c'est de pouvoir aider ces jeunes
Et on est dans 8 villes, on n'est pas que dans des grandes villes comme Casa, Rabat, Marrakech, on est aussi à Khrebga, à Bengué, à Jdida, je veux dire, là on vient de lancer depuis une année le bureau de Tanger. Des jeunes, on a des exemples de jeunes, et je pourrais donner, si vous me permettrez, je vous donnerai 1 ou 2 exemples rapides, de jeunes qui viennent de quartiers, on va dire, où les chances de réussir dans l'entrepreneuriat, défavorisés, des grandes villes. Je dirais pas défavorisés, j'aime pas dire le mot défavorisé, mais voilà. Mais à qui on va donner. En tout cas, des quartiers périphériques. Les quartiers périphériques. Vous savez pourquoi je dis ça, quartiers périphériques? Parce que c'est dans les périphéries des grandes villes que le taux de chômage chez les jeunes est le plus élevé. Donc, oui, tout à fait. J'ai vu les chiffres et c'est qui font très peur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des jeunes. On a par exemple un lauréat qui sait ni lire ni écrire à Khrebga, qu'on accompagne. Et un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est une jeune femme à Marrakech qui était dans l'informel. Qui faisait de la couture dans sa famille, on lui ramenait des tissus, elle était payée au lance-pierre, et elle a entendu parler de nous à la radio, elle est venue, elle nous a approchés, elle a vu la coordinatrice à Marrakech qui l'a aidé à faire son BP, alors que c'est une personne qui sait à peine lire et monter son business plan. Elle est passée par la procédure de résentrepreneur, et ça on pourra en parler. Oui, on va en parler aussi. Et aujourd'hui, elle a 9 personnes, elle a une société, elle emploie 9 personnes, et c'est une femme, moi, qui m'a donné une leçon. Parce qu'elle me dit, écoutez, la gangrène, le problème que nous avons dans ce pays, c'est l'informel. Il faut sortir de l'informel. Donc une personne qui est dans l'informel, qui aujourd'hui excelle, elle travaille, elle fait de la déco d'intérieur pour tout ce qui est riad, et pour tous beaucoup d'étrangers qui viennent monter, acheter des petits riads, elle fait très bien ce qu'elle fait. Au niveau de la couture, c'est un génie. Et aujourd'hui, elle dit, l'informel, il faut complètement le rejeter, il faut aller au-delà de ça. Mais simplement, moi je mets juste la petite question, et puis effectivement on va aller aussi sur le réseau entreprendre, sur les différentes actions menées, sur la philosophie aussi, et sur les moyens qui sont mis en place dont vous disposez. Mais comment, lorsqu'on est à la tête d'une holding, on bascule aussi à gérer une association. Voilà, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'il y a le côté business à faire lorsque vous êtes à la tête de votre holding, j'ai la com, et le côté associatif, la casquette président du réseau Entreprendre Maroc, c'est donner, transfert, partager, solidarité. Est-ce que c'est ça en fait? Non, vous savez, dans la majorité des membres qui sont dans les entreprises sont tous des entrepreneurs. Et on a tous la même volonté d'aller de l'avant et d'aider nos compatriotes marocains et de les voir réussir. Vous savez, moi j'ai eu la chance de faire des erreurs et de me relever. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance-là. Entrepreneur qui a connu l'échec. Et Réseau Entreprendre n'est pas que... Alors, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais moi, je dis que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que souvent on met cette idée aux jeunes, il faut monter sa boîte. On peut très bien exceller, réussir, sans être entrepreneur. On peut très bien évoluer dans un très grand groupe avec une ADN entrepreneuriale et être dans ce groupe-là comme un entrepreneur. Et souvent, on a des jeunes qui viennent nous voir avec leur business plan. On va les accompagner, ils vont passer le process parce qu'aujourd'hui, les lauréats, les porteurs de projets, avant qu'ils deviennent lauréats, vont rencontrer entre 10 et 12 chefs d'entreprise qui vont discuter avec eux, qui vont remodeler leur business plan. Et souvent, il y a des jeunes qui nous disent merci beaucoup parce que je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. D'accord, donc il y a tout un circuit en fait qui est prévu où le jeune porteur de projet en fait vient vous voir et puis il a la possibilité de rencontrer une douzaine de chefs d'entreprise pour se faire une opinion. Alors c'est vraiment très simple, le porteur de projet va venir voir le bureau de sa région, va discuter avec le coordinateur ou la coordinatrice, on va lui remettre un canevas, un business plan modèle, il va travailler dessus. Quand ce business plan est prêt, il va aller se déplacer chez 4-5 chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise vont le recevoir, auront reçu au préalable son business plan, vont discuter avec lui et vont donner un OK. S'il y a un OK, il y a un comité d'engagement par la suite. Il va avoir 4-5 chefs d'entreprise qui vont se réunir. Vraiment, on appelle ça le sale quart d'heure pour les... Le sale quart d'heure. Oui, le sale quart d'heure parce qu'on va passer au crible. On va vraiment le challenger. Motivation. Challenger au niveau financier, marketing, commercial et autres, pour voir il va passer ce cap-là. S'il passe ce cap-là, donc il aura vu entre 10 et 12 chefs d'entreprise, on va pas lui débloquer les fonds tant qu'il n'aura pas un accompagnateur. Il va y avoir un accompagnateur, un chef d'entreprise qui va se dire voilà, moi je vais accompagner cette personne pendant minimum. Parrainage, un parrain, mais qui va vraiment l'accompagner pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, à ce moment-là, on va lui débloquer les fonds. On lui débloque 50% et 6 mois après, on débloque 50%. Parce qu'on a besoin de voir que la personne va être bien accompagnée pour minimiser les risques. Et là,
la personne va l'accompagner pendant 3 ans. Et ce qui est formidable dans Réseau Entreprendre, c'est que déjà, c'est des entrepreneurs. Les problématiques qu'on a à Casa, c'est pas les mêmes qu'il y a à Rebga, à Bouguer. Donc c'est des gens de la région qui vont accompagner des porteurs de projets de la région. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 87%. Il y avait 86% dans 87 pour 86,7%, ouais, voilà, 87% de sociétés qui sont toujours en activité après 3-4 ans. Mais c'est quand même le parcours du combattant pour le jeune porteur de projet, non? En fait, c'est pas un parcours du combattant, parce que vous savez, je vais vous donner, il y a des exemples de porteurs de projets qui sont venus avec des idées. On les a accompagnés, en fait, il s'avérait que leur idée n'était pas très bonne, ils allaient droit au mur après 2 ans. Et ils sont revenus à la charge avec un autre projet. On a des exemples, je peux en donner si vous voulez. Oui. Mais dans quel type de secteur d'activité? Alors on a de tout, on a dans l'éducation, on a dans l'IT, on a dans le service, on a dans la couture, on a dans le conseil, il y a de tout. Donc, l'innovation aussi? On a dans l'innovation, parce qu'aujourd'hui, surtout dans l'innovation, on a été Réseau Entreprendre, comme 5 autres associations, ont été labellisées par la CCG, qui ont sorti un produit exceptionnel, que je tiens à féliciter toute l'équipe de la CCG, qui s'appelle Innovinvest, où nous arrivons à accompagner des porteurs de projets, jusqu'à 2 personnes qui représentent le même projet, jusqu'à 700 000 dirhams à 0%. Mais est-ce qu'on doit considérer qu'en fait le Réseau Entreprendre Maroc, c'est avant tout une démarche qualitative et non pas quantitative? Vous n'êtes pas sur des économies d'échelle très importantes? Tout dépend aujourd'hui des fonds que nous avons. C'est clair que c'est plus qualitatif que quantitatif. Et puis même par rapport au circuit, par rapport aux exigences, par rapport aux critères aussi. Donc on est beaucoup plus sur du quali, me semble-t-il, que sur du quanti. En fait, au niveau des fonds, aujourd'hui, les banques commencent à nous accompagner. Donc elles sont beaucoup plus impliquées qu'avant, c'est clair. On aimerait beaucoup plus. Mais vous accompagnez, c'est-à-dire à hauteur de... nous débloquer des prêts d'honneur. Aujourd'hui, les banques nous débloquent des prêts d'honneur à 0%. Parce que nous prêtons cet argent, c'est un prêt d'honneur que nous prêtons à 0%. Il faut savoir aussi, une des spécifications de Réseau Entreprendre, c'est que demain vous avez un projet, vous allez voir une banque, vous allez prendre un crédit, votre projet va être sur papier, va partir au département risque et il n'y a plus ce côté humain qu'il y a. Et le crédit, s'il est débloqué, sera débloqué au nom de l'entreprise. Nous prêtons ce prêt d'honneur à la personne. Nous croyons à la personne avant tout. Et c'est vraiment très important ça. C'est que ce prêt d'honneur va être remis à la personne qui, elle, va le réinjecter dans sa société. Et je vous assure que faire cette chose-là, de la prêter à la personne, va impliquer énormément et responsabiliser ce jeune porteur de projet qui est maintenant un jeune entrepreneur. Il y a à peu près combien de candidats porteurs de projet que vous accueillez sur l'ensemble du territoire? Aujourd'hui, là, cette année, on a accompagné une centaine de projets et on a un objectif l'année prochaine de 140 projets. La seule chose qu'on demande, on est intransigeant sur 2 choses. La première, c'est que nous rejetons complètement l'informel, parce qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires comme les banques qui nous accompagnent, et donc on est audité, on est commissaire aux comptes. Donc l'informel, dans chacun des projets que nous accompagnons, est rejeté à 100%, et nous demandons la création entre 3 et 5 emplois dans les 2-3 premières années Obligatoirement. Obligatoire. Ça veut dire que quelqu'un qui va venir, un auto-entrepreneur qui va venir seul et qui ne va pas créer d'emploi, nous ne pourrions pas l'accompagner. L'objectif est vraiment de développer l'employabilité au Maroc. Et ce qui est formidable, c'est que depuis quelques années, on a plusieurs exemples, ces jeunes porteurs de projets qui sont devenus des lauréats ont passé les caps des 4-5 ans et aujourd'hui reviennent à Réseau Entreprendre en tant que membres. Donc eux, en fait... Pour un petit peu renvoyer l'ascenseur. Oui, et on ne leur demande même pas, ça se fait tout à fait normalement. Parce qu'ils sont passés, parce qu'ils sont passés par là, donc ils savaient du coup. Et ils veulent aussi aider à leur tour. Mais est-ce que l'environnement économique, fiscal, financier, global du pays favorise tout ce qui est cette dynamique d'accompagnement, de porteurs de projets, de jeunes un petit peu qui ont connu des difficultés, pour qui ça n'a pas été facile, qui ne sont pas nés avec une cuillère dorée à la bouche? Est-ce que l'environnement global est propice pour ça? Alors aujourd'hui, on n'a pas trop d'outils. Surtout pour l'année 2018, on est à la fin de l'année d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop d'outils au niveau des startups qui est mis en place. Et surtout, ce qui a beaucoup manqué dans tout ce qui a été proposé ces dernières années au Maroc, c'est qu'on n'a pas mis l'accent sur l'accompagnement. On a mis plus l'accompagnement sur des financements, parfois même à des fonds perdus. Je ne pense pas que ça a été une excellente chose, parce qu'on a minimisé sur l'accompagnement, et je pense que l'accompagnement reste quelque chose de primordial. Je prends l'exemple de Réseau Entreprendre. Vous parlez de nous développer par rapport à quantitatif et qualitatif. Nous, on a une règle.
Pour accompagner une personne, on a besoin de 7 membres. De 7 membres. 7 membres, parce qu'il y a tout le process de validation, comité d'engagement, parce que nous ne faisons pas que la validation, les membres ne font pas que la validation. Si vous voulez les entreprendre, c'est vraiment à la carte. Lorsqu'on approche les membres des chefs d'entreprise, ils nous disent « Ah, mais souvent on n'a pas le temps », on leur dit « Il n'y a pas de problème. Vous voulez ne pas vous déplacer, on vous envoie pour la première étape, les lauréats, les porteurs de projets vont venir chez vous. Donc ne vous déplacez pas. Vous voulez faire un comité d'engagement, donc c'est s'asseoir vraiment 2 fois dans l'année, ça dure 2h30, donc on vous demande 5 heures, ça c'est la deuxième étape. On est preneur, parce que vous avez 5 heures par an à nous donner. Vous ne voulez pas avoir contact avec les projets, vous avez une formation dans le commercial, marketing, juridique ou autre. Nous, on fait des formations une fois par mois, on appelle ça des clubs de lauréats. Vous délivrez des formations? Oui, on délivre des formations en plus. Donc venez donner. Donc c'est vraiment en plus, aussi bien pour les porteurs de projets, on travaille avec eux pour solidifier leur business plan, mais aussi bien au niveau des membres. C'est vraiment une association à la carte. Donc toute personne qui peut nous donner 1 heure à 2 heures par mois, on est preneur. Mais comme vous dites, l'accompagnement, c'est aussi l'accompagnement en matière aussi de formation. Oui, nous accompagnons. Vous avez vu que c'est un chantier qui est ouvert au Maroc. Oui. La formation professionnelle, puis on a du mal en fait à proposer en tout cas une vision et un plan d'action qui puisse répondre aux attentes. Est-ce que par exemple vous avez qui a été sollicité pour dire voilà un petit peu le réseau Entreprendre Maroc, comment vous fonctionnez sur l'accompagnement, sur les formations qui sont délivrées à des jeunes entrepreneurs, à des auto-entrepreneurs aussi? Ça pourrait éventuellement inspirer vous avez vu, programme national. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont été lancées et donc on parle souvent de tête de réseau. Donc Réseau Entreprendre, comme d'autres associations ont été approchées, on a eu plusieurs discussions et je pense qu'aujourd'hui, on apprend de nos erreurs. Comme nous, Réseau Entreprendre, au début, on faisait beaucoup de quantitatif et qualitatif. On a été plus dans le quantitatif et qualitatif. Maintenant, on est vraiment dans le qualitatif pour garder une pérennité des structures qu'on accompagne. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont été sensibilisés. Et donc, c'est un travail de groupe. Utiliser le réseau associatif existant, se baser dessus. Je pense qu'on ne peut pas avancer sans être accompagné par le réseau et vice-versa. L'État a besoin du réseau associatif et le réseau associatif a besoin de l'État. Et là, est-ce que ça converge? Est-ce qu'il y a ça converge, il y a des discussions, oui, il y a des discussions en cours, oui, et ça va dans le bon sens. Parce que la priorité des priorités qui a été déclinée par le souverain, c'est la création de richesse et la création d'emplois. Oui. Vous avez vu comme moi, hier d'ailleurs, il y a eu un message royal qui a été adressé lors du 3e forum parlementaire des régions, voilà, pour le développement aussi des territoires, des régions, création de richesse. Est-ce que dans cette perspective-là, Réseau Entreprendre aussi a une vision, va affiner aussi une vision par territoire, si vous êtes déjà présent effectivement dans 8 villes? Oui, notre objectif est de nous développer, mais alors vous savez, pour nous développer, nous, lorsqu'on va dans une nouvelle région, on a besoin minimum d'une année. On ne va pas dans une région ouvrir un bureau, trouver des chefs d'entreprise. On a vraiment de comprendre l'écosystème, on a besoin de voir le tissu économique, d'aller voir les entreprises, d'aller voir les associations, parce que nous ne travaillons pas seuls. Nous n'avons pas le drapeau de Réseau Entreprendre et nous venons en terre en disant nous sommes les meilleurs, etc. Au contraire, nous nous basons sur toutes les autres associations et nous essayons de trouver tous les points communs que nous avons et comment nous pourrions travailler les uns avec les autres. En complémentarité, exactement. Est-ce que l'INDH 3, par exemple, est-ce que vous inscrivez aussi un peu dans ce... Il y a des croisements, c'est aussi favoriser l'auto-entrepreneuriat? L'INDH, j'ai vu aujourd'hui, souhaite développer et se baser sur les têtes de réseau. Donc nous sommes présents dans 8 villes. On serait ravis de discuter, d'avancer dans ce sens-là pour les accompagner et être accompagnés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a l'employabilité. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, l'entrepreneuriat ou l'employabilité aujourd'hui? Tout le monde parle d'entrepreneuriat, tout le monde parle d'employabilité, il y a une problématique de chômage. Je pense que les deux sont pas simples. Donc il n'y a pas un qui est plus compliqué que l'autre. L'employabilité, beaucoup de gens n'ont pas cet ADN entrepreneurial et n'auront pas cette envie. Même, il faut arrêter de marteler les gens en leur disant pour réussir, il faut monter sa boîte. Non. On peut très bien, comme je donne un exemple toujours de M. Tagab, qui est un grand entrepreneur, et qui a géré jusqu'à aujourd'hui l'OCP comme un vrai entrepreneur, en influant cette vision entrepreneuriale au sein de ses équipes.
c'est un exemple que je donne. Je leur dis, voilà, l'OCP ne lui appartient pas, mais il a très bien aussi bien géré cette société comme si c'était la sienne. Oui, parce que très souvent, les jeunes que vous côtoyez au quotidien se posent des questions. Est-ce que je vais dans l'entrepreneuriat pour créer ma propre structure ou petite TPE, ou est-ce que je commence par le salariat après mes études? Donc c'est toujours un petit peu compliqué en termes d'orientation et de choix. On favorise, on demande plus aux gens, lorsqu'ils sortent après leurs études, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir une expérience quand même professionnelle pour comprendre un peu le marché de l'emploi, les différentes problématiques. Parce qu'une idée doit mûrir, ça prend du temps et souvent ce qu'on met sur papier, c'est pas ce qui se passe. Un décalage. Moi, en tant qu'entrepreneur, lorsque j'ai créé des structures, ce que j'avais mis sur papier, ça s'est jamais passé comme je le souhaitais à la base. Y compris pour Gélacom? Pour tout. C'est vrai? Oh oui, pour tout, pour toutes mes structures. C'est-à-dire que vous avez pris une orientation après complètement différente? Le temps déjà, on prend en considération, on dit voilà, on se donne 6 mois, 1 an, on va calculer le besoin en BFR pour 12 mois, et en fait c'est pas 12 mois, c'est 24 mois, et il y a plein d'aléas qui arrivent qu'on n'avait pas prévus à tous les niveaux. Donc ça vous transmettez ça aussi oui, au sein du... Moi, ce qu'on essaye de transmettre aussi, c'est en accompagnant les jeunes, c'est pas leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement, c'est surtout leur dire qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Parce qu'aujourd'hui, si on peut leur éviter des erreurs qu'on a faites, nous, dans le passé, ce serait déjà très bien. Vous leur dites que la Chine, c'est un marché porteur? La Chine est un marché très porteur. Oui. Ouais, parce que je sais que vous êtes en partenariat très serré avec un des leaders mondiaux. C'est le leader mondial. Le leader mondial, véhicule bus électrique. Dans le stockage d'énergie. Mobilité électrique. Ça, ouais, BYD, c'est le stockage d'énergie essentiellement. C'est 24% du stockage mondial. C'est 64% de composantes dans la téléphonie, dans les mobiles, aussi bien la vitre que la batterie, que le LED et autres. Et surtout, c'est le premier au niveau de la mobilité électrique mondiale. Aussi bien au niveau voiture que bus, que métro aérien. Et donc nous, on est en partenariat avec eux, on travaille depuis quelques années avec eux. Pardon. Mais surtout, il faut apprendre qu'aujourd'hui, on a énormément de sociétés chinoises qui veulent venir s'implanter. On les pousse à venir au Maroc, parce qu'au Maroc, c'est quelque chose que tout le monde véhicule comme idée. C'est un peu le rêve. Certaines voix aussi qui voudraient pas voir la société marocaine chinoisée, avec le modèle un peu. C'est pas chinoisé. Je pense qu'on a une mauvaise idée de la culture chinoise. On n'a pas les mêmes. Alors qu'on a énormément de points communs avec la Chine. Attention, on a énormément de points. La culture du thé, la culture de l'écriture, la culture du cheval, la culture des jeux de damas. Ils sont très friands. On a quand même une histoire avec Ibn Battuta. Je veux dire, la question de l'enfant roi. Chez nous, l'enfant a une position unique, centrale. Donc, on a énormément de points communs avec eux. Mais je pense que les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous travaillons d'une manière et eux. Est-ce que le jeune chinois a des accointances et des similitudes avec le jeune marocain? On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Pas la même vision du monde, pas la même vision du travail, pas la même vision de l'effort. La vision du bonheur, la vision du travail, ça c'est clair. Moi aujourd'hui j'ai des clients, je ne parle pas de fournisseurs, j'ai des clients. Ça m'arrive de leur envoyer un message par WeChat, parce que là-bas ils n'ont pas WhatsApp, etc. Ils ont leur propre moteur de recherche. Et il est 3h du matin chez eux. Et je suis toujours étonné de recevoir une réponse 10 minutes après. C'est un client. Et avec un client marocain, ça fait quoi? C'est faut attendre une journée, une demi-journée? Alors ça, il y a une étude qui avait été faite là-dessus, je ne me rappelle plus exactement, mais par rapport à la méthode à répondre à un mail, les Anglais vont répondre dans les 2 heures, les Français dans la journée, les Italiens 2-3 jours après, mais ils ne sont pas intéressés au Maroc, je pense qu'ils seraient... Ils devraient s'intéresser pas. Mais oui, est-ce qu'il y a justement par rapport à vous avez quand même la chance et le privilège d'avoir une vision mondialisée, de vous rendre un peu partout dans le monde, y compris en Chine. Donc se dire, voilà, nous aujourd'hui on est en train de réfléchir aussi à un modèle de développement, y compris dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, parce que l'entrepreneuriat est aussi une conséquence de ce nouveau modèle de développement qui devrait émerger. Et vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise et président d'une association dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une vision un petit peu de ce modèle de développement? On nous dit, voilà, est-ce que notre destin c'est d'être arrimé à l'Europe et d'attendre que la demande européenne vis-à-vis du Maroc, ou est-ce qu'il faut élargir? Je pense que Sa Majesté quand même nous a insufflé cette volonté de s'ouvrir sur l'Asie.
avec le déplacement en 2016. Il y a eu un déplacement début septembre pour le forum Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin. L'Asie commence réellement à s'intéresser au Maroc. On serait étonné. La Corée du Sud d'ailleurs, parce que la Corée du Sud, oui, vice-président du coréen qui est au Maroc aujourd'hui. Qui est au Maroc en ce moment, oui, j'avais vu ça. Mais je pense qu'on a vraiment un emplacement stratégique mondial au niveau géographique. On est au nord de l'Afrique, on est au sud de l'Europe. On a cet avantage d'avoir plus de 60 accords de libre-échange. Je ne sais pas exactement le nom, mais on a 60. Et il y a cet avantage qu'on a une implantation importante sur l'Afrique. Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser réellement sur tous ces atouts-là? Parce que ça fait très longtemps qu'on dit voilà. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Ça commence à porter ses fruits réellement parce que je pense que ni nous, ni eux étaient prêts. Je parle des pays asiatiques. Ne nous prenaient pas au sérieux. Aujourd'hui, quand même, on a une certaine légitimité. On a des très grands groupes qui viennent s'installer au Maroc. Nous, avec nos partenaires, notre objectif est de nous installer très rapidement. Je ne parle pas de faire de l'importation et de la distribution, c'est vraiment du montage au Maroc. C'est-à-dire d'installer, de créer une unité industrielle? Oui, de créer une unité au Maroc. Au Maroc, oui. Autour de la mobilité électrique. De la mobilité électrique. C'est-à-dire c'est des voitures, des bus. C'est des bus. Alors nous, notre bus électriques. Nous d'abord c'est les bus. Oui. On a toujours cet objectif de rentrer dans un pays avec les bus parce que vous avez le consommateur final, c'est touché directement, et par la suite de monter en puissance avec les voitures. Donc ça veut dire que très bientôt on aura des bus électriques qui circuleront. On l'espère. Partout dans le Maroc. On l'espère. Parce qu'il y avait Marrakech aussi, je me rappelle avec la COP22, il y avait des bus électriques qui avaient été mis en place. Mis en dit, hein. Mais oui, tout à fait. Mais nous, vraiment, c'est cette volonté d'avoir des bus made in Morocco électriques pour répondre à la demande nationale, mais aussi pour l'export. L'export est plutôt du côté de l'Afrique, plutôt du côté de l'Europe? Les deux. Les deux en même temps? Les deux, oui. Donc ça va être une unité de production qui sera assez importante, qui montera en puissance. Avec il y a une échéance, une date. Tout ça, les journalistes, on est toujours en train de dire. Oui, je sais bien. Je sais qu'il y a une convention qui a été signée devant le souverain en 2017. Non, oui, c'est en cours. C'est des choses qui sont en cours et qui avance bien. Qui avance très bien. 2019. On espère. Et dans 2019, oui, j'espère que ce sera pour 2019. Oui, c'est aussi. Ouais. Bah, en tout cas, vous reviendrez pour l'annoncer officiellement. Mais si vous voulez, par rapport à l'Asie, aujourd'hui, ni le Maroc, ni les pays asiatiques étaient prêts réellement à collaborer. Aujourd'hui, cette volonté, par exemple, des sociétés chinoises est de venir trouver un partenaire local, ne pas venir en propre. Et j'ai utilisé le Maroc comme un hub. Et j'ai rencontré plusieurs sociétés chinoises dans ce sens-là, qui veulent venir investir dans l'industrie au Maroc. Donc ça sera des produits made in Morocco. Et celui qui nous rend énormément service, c'est le président Trump, avec les taxes qu'il avait mises sur la Chine. Et bon, il dit à chaque fois, il dit je vais les renlever. Il a rajouté un peu d'eau dans sa théière. Mais on n'est jamais à l'abri demain qu'ils reviennent dessus. Et donc les Chinois ne veulent pas prendre ce risque, comme d'autres pays asiatiques. Et ils se disent, voilà, aujourd'hui on peut venir au Maroc. On a une main-d'œuvre qualifiée, il faut le dire. On a une main-d'œuvre qui s'adapte. Il y a énormément par exemple, dans le domaine. Pas forcément dans tous les secteurs d'activité, parce qu'il y a dans l'offshoring, par exemple, on a eu. Apparemment, les acteurs ont quelques difficultés. Aéronautique. Oui. Dans le domaine aéronautique, on a énormément de gens qui ont été formés dans l'aéronautique, et ces gens dans l'aéronautique sont partis dans d'autres pays, comme en Angleterre, former le personnel dans ces pays-là. Parce que les Marocains sont très compétents là-dessus. Mais effectivement, sur certains secteurs d'activité, j'ai reçu il y a 3 semaines, je pense, le vice-président de Schneider Monde, qui nous disait qu'effectivement, Schneider dans l'idée, avait pris la décision d'ouvrir un centre de décision Schneider au Maroc, et avec aussi tout un aspect formation de techniciens marocains qui seront amenés ensuite à former des techniciens en Afrique. Donc il y a toute une logique. Mais après, de l'autre côté, dans le secteur du offshoring, il y a des acteurs et des opérateurs qui ont du mal à trouver de la compétence. Des gens qui parlent parfaitement français ou anglais ou espagnol et qui seront employables. Donc c'est pas vrai pour tous les secteurs d'activité. C'est clair, mais aujourd'hui, il faut faire face aussi à un autre challenge, c'est qu'on perd énormément de nos startups au Maroc. Il y a qui vont en Allemagne par exemple. Je donnais un exemple à quelqu'un il y a quelques minutes. Je sais que l'Allemagne aujourd'hui, ça s'est vu, vient proposer aux startups de se délocaliser en Allemagne ou aux États-Unis, dans la Silicon Valley, en proposant des avantages comme une carte de résidence, des outils de financement. Et ça, c'est pour les meilleurs?
Non, parce qu'il y a des marchés élitistes, je veux dire. On aimerait bien les garder aussi au Maroc. Mais encore faut-il avoir les moyens de les garder. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc il faut positiver. Moi, je préfère voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Avec tout ça, vous arrivez à trouver le temps d'assumer des fonctions de consul honoraire. J'ai Oui, vu ça en préparant l'émission. C'est très léger, ça Alors, je vais pas dire Mehdi Larakian, parce que ça, je pense que c'est vos amis et c'est ceux qui vous sont proches qui apparemment vous surnomment ainsi. Mais vous êtes consul honoraire d'Arménie au Maroc. Oui. C'est arrivé comment ça? C'est en fait, j'ai un ami qui m'avait, un ami consul, qui m'avait mis en contact avec des Arméniens et en fait, le contact est vachement très bien passé. C'était avec l'ambassadeur d'Arménie au Caire, M. Karapetian, armène, et on a gardé un super feeling. Et par la suite, il m'appelait, alors que je n'étais pas consul, en me disant écoute, Mehdi, voilà, il y a tel ministre, il y a tel écrivain, est-ce que tu peux pas le recevoir? Et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Je ne connaissais pas du tout l'Arménie. J'ai rencontré des gens exceptionnels et par la force des choses, eux sont venus me voir en me disant écoute, Mehdi, ce serait bien qu'on ait un représentant. Donc j'ai fait une demande en tant que consul, et donc aujourd'hui je représente les intérêts des Arméniens vivant au Maroc ou en déplacement. Il y a combien d'Arméniens au Maroc? Il n'y en a pas beaucoup. Alors il faut savoir. Un millier, même non, pas. Non, beaucoup moins. Ouais. 200, 300 Beaucoup moins. Même. Ah oui. Moins qu'une centaine, oui. Mais alors il faut savoir qu'il y a des Arméniens et il y a des Arméniens continentaux. C'est-à-dire qu'en Arménie, les Arméniens sont à peu près 2 millions, et il y a à peu près 9,5 millions d'Arméniens dans le monde. Séquelles du génocide? Pardon? Est-ce qu'il y a toujours des séquelles de l'histoire? Ils ont besoin d'une reconnaissance. On dit très souvent que les pays sont meurtris par l'histoire. L'Allemagne, par exemple, qui a des sentiments de culpabilité, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente dans certaines régions du monde. Est-ce qu'au niveau de l'Arménie, ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse reconnaître simplement qu'il y a eu un génocide. C'est une reconnaissance qu'ils demandent, mais c'est pas leur... voilà, ils essayent de développer, de faire partager leur culture différemment. Ils sont aujourd'hui à 3 grandes diasporas. La première diaspora arménienne, elle est en Russie. La deuxième, elle est aux États-Unis. Et la troisième, c'est la diaspora arménienne en France. Et d'ailleurs, il y a même porte-drapeau qui est décédé il y a quelques temps, Charles Aznavour. Non, il est toujours là. Oui, pour vous, il est toujours là? Oui, il est toujours là pour tout le monde, je pense, même pour vous. On l'a tous dans notre cœur et on a tout. Ça nous arrive de fredonner certaines de ses chansons. Merci en tout cas. Mehdi Laraki, je ne dirais pas Mehdi Larakian. Hein, ça passe. Les deux passent. Les deux passent. Mais si, merci en tout cas Mehdi Laraki, j'ai rappelé que vous êtes chef d'entreprise et président du réseau Entreprendre. Surtout, oui. Et surtout Oui, surtout. Vous savez, j'invite toute personne à nous contacter pour être accompagné, et surtout j'invite tout chef d'entreprise à nous rejoindre, parce que lorsqu'on a ces virus, c'est magnifique de voir des jeunes qui réussissent, de les accompagner. Et on cherche toujours, on se cache toujours derrière notre travail en se disant qu'on n'a pas assez de temps pour faire telle ou telle chose. Réseau Entreprendre, c'est vraiment à la carte. C'est une expérience exceptionnelle. Je sais que je ferai toujours partie de Réseau Entreprendre, et il n'y a pas de poste en tant que président ou pas président, on est tous à la même enseigne. Et c'est aider nos jeunes, parce que c'est eux. Moi, on parlait des exemples. Vous me demandez si d'avoir réussi. C'est créer des exemples dans des quartiers défavorisés. Lorsqu'on voit des jeunes qui sont assis dans les cafés, qui vont voir que leur collègue qui était avec eux a créé sa société, qui fait 1 million, 2 millions de dirhams, il emploie 3-4 personnes, il a une vie, il s'est construit une image, il a un statut. Et c'est quelqu'un qui sera amené à évoluer. Et on a des super success stories dans Réseau Entreprendre, et c'est eux, vraiment les vrais exemples que nous souhaitons mettre en avant. C'est pas des gens qui sont nés avec la cuillère dorée. La cuillère dorée. Ou le vent dans le dos, c'est très souvent ce qu'on dit. Voilà, avec le vent dans le dos. Mais voilà, pour moi, c'est eux, les vrais locomotives. Merci en tout cas une fois de plus, Mehdi Laraki. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, et merci pour cette invitation. Et de bonnes fêtes aussi de fin d'année, puisqu'il ne reste plus que quelques jours. Exactement. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Et belle journée. Merci.